Émission de la du Miroir ce soir avec Emmanuel de Carrel qui rejoint en 1974 une multinationale française qu'il quittera en 1999 pour se consacrer à l'écriture. Son premier ouvrage de coaching personnel paraît en 2005, puis vient un roman de science-fiction, de fiction exactement, et de réflexion en 2006, très rapidement suivi par un roman historique édité en 2008. Nous allons parler ce soir du Manuel d'Alfred, qui est un ouvrage essentiel qui ouvre de nouvelles perspectives vers le bien-être. Bonsoir Emmanuel de Carrel. Oui, bonsoir. Je suis très heureuse que vous veniez nous retrouver. Vous arrivez de loin. De Corrèze. De Corrèze. Il faisait 2 degrés ce matin. 2 degrés. un peu plus froid qu'ici. Pourtant, c'est le printemps. Mais bon, on va parler du fabuleux pouvoir de la pensée et de ce manuel d'Alfred que vous avez publié aux éditions d'Angle. C'est une 3e publication. Vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce livre ? Oui. Ce livre tel qu'il est, il est tout nouveau, bien sûr. Mais à l'origine, c'était un recueil de constatations et d'expériences personnelles que j'avais réalisées pour mes enfants, dans un premier temps, à l'époque où ils étaient encore ados. Mais c'était pas encore un livre, c'était un recueil, comme on fait des mémoires de stage, reliés avec une spirale en format A4, qui était des pages sur lesquelles j'avais couché toutes mes constatations, mes expériences, etc., dans le domaine psycho et parapsycho, dont je parlais déjà d'Alfred, mais dans un thème assez généraliste. Cette version-là, comme elle avait plu à mes enfants et à leurs amis, je l'avais fait éditer, et s'appelait donc Errare Humanum Est dans sa première version. Légèrement retouchée, mais à peine, elle était reparue après, mais alors là, en auto-édition, c'était appelé Le Chemin de la Réussite. Et là, le manuel d'Alfred, c'est une version tout à fait nouvelle, puisqu'elle ne reprend que la partie qui traite du subconscient. Par contre, je rentre beaucoup plus en profondeur dans les explications, et je l'ai modernisé en même temps aussi. Je lui ai donné un aspect un peu plus moderne, pour que les gens comprennent mieux. J'ai fait beaucoup de parallèles avec l'informatique, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors justement, vous commencez votre livre en disant « Esprit, es-tu là ?» et vous dites que ces derniers temps, vous étiez en train de faire un travail sur les civilisations anciennes, Égypte, Maya, Inca, afin d'essayer de comprendre certains mystères, et qu'en voulant effectuer quelques rapprochements pour compléter vos informations, vous vous êtes vite retrouvé avec 3 livres volumineux sans rapport les uns avec les autres. Le lien entre ces 3 sujets vous est soudain apparu comme une évidence alors que vous étiez en train de vous reposer sur un canapé. Dans votre demi-sommeil, vous avez perçu soudain une réponse à une question que vous ne vous étiez même pas posée. Il n'y a pas la question dans le livre. C'était quelle question ? C'était quelle question ? C'est une bonne question. La question, elle tournait autour de la pensée, mais j'avais trouvé des réponses concernant ces anciennes civilisations, entre autres les Égyptiens, et j'avais trouvé des similitudes, entre autres avec leurs croyances. Et bon, je vous passe tout le détail, bien évidemment, mais de fil en aiguille, j'en étais arrivé à penser, justement, que tous ces capacités extraordinaires qu'avaient ces anciennes civilisations, comme les Égyptiens et autres, provenaient justement de leurs capacités. De ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, de se connecter avec leur subconscient et d'obtenir des résultats, justement, de manière apparemment magique, disons, pour les humains qui ne connaissaient pas ces capacités-là. D'accord, donc ce subconscient, vous l'avez appelé Alfred. Oui. A comme assistant permanent et fidèle, L comme luminescent car lumineux dans tous les sens du terme, F formation capable de tout expliquer, R comme recherche, source de connaissances inépuisables, E comme enseignement et D comme didactique. C'est un merveilleux professeur qui veut
qui veut apprendre, merveilleux professeur, pour qui veut apprendre. Alors Alfred, donc c'est le nom que vous lui avez donné. D'où vous est venu cet Alfred ? J'ai cherché, comme je vous le disais au tout début, c'était un recueil de constatations au départ qui avait été fait pour mes enfants. Donc j'ai essayé de leur expliquer pas mal de connaissances que j'avais dans ce domaine, parce que de par ma profession, j'ai eu l'occasion d'étudier toute la psycho, par voie de conséquence la parapsycho, parce que ça va avec quand même. Et après, on déborde très vite dans d'autres connaissances paranormales. Et j'avais voulu essayer de leur faire comprendre et toucher du doigt ce qu'était le subconscient, parce que c'est pas du tout évident, c'est complètement abstrait a priori quand on en parle comme ça. Donc j'ai voulu trouver quelque chose qui puisse le rendre concret. Et j'ai pensé que donner un prénom et faire d'Alfred enfin un copain fidèle, c'était la meilleure solution que j'avais pu trouver pour rendre le subconscient très concret, parce qu'il est concret en réalité. D'accord, donc on est tous un Alfred ? Tous. Et donc, alors vous dites que finalement on a une sorte de logiciel dans la tête. Hein. Oui, tout à fait. Pour résumer, déjà, je dirais que nous, tout le monde le sait, nous avons 5 sens. D'accord ? Le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe, qui nous permet d'entendre. Et il y en a un 6e. Et c'est ça que j'ai bien voulu faire comprendre, c'est le subconscient. C'est ce que j'appelle le 6e sens. D'ailleurs, souvent on parle de 6e sens, mais c'est quoi ? C'est Alfred qui se met en fonction, en réalité. Pourquoi un 6e sens ? Parce que quand on veut marcher, voir, entendre, etc., on ne fait absolument aucun effort. C'est un automatisme. Quand vous marchez, les jambes, elles avancent tout seules. Vous ne réfléchissez pas à savoir qu'il faut faire avancer la droite puis la gauche, etc. Bon, quand on respire naturellement. Quand on voit naturellement. Quand on entend, c'est pareil. On ne fait aucun effort. Il n'y a pas de notion intellectuelle. Eh bien, le subconscient, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je dis c'est un 6e sens. On l'a, il est en nous. En plus, on le fait marcher sans le savoir. Parce que tout le monde s'en sert, mais ne le sait pas. Alors on met ça sur le coup du hasard, le hasard de la vie, peu importe, mais enfin je veux dire, en réalité c'est quoi ? C'est Alfred, c'est le subconscient qui s'est mis en action. Et ça on le fait sans arrêt, mais on s'en rend pas compte. Alors on le fait plus ou moins bien, parce que quand on ne connaît pas le mécanisme et qu'on ne sait pas le faire fonctionner, on s'en sert que très peu. Mais ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est ce que c'est, comment ça marche et comment s'en servir. Au début, c'est comme un muscle, c'est comme n'importe quoi. Il faut apprendre à s'en servir pour le rendre important. Il faut le paramétrer, vous dites. Il faut le paramétrer. Son Alfred. Alors là, je fais des parallèles avec l'informatique parce qu'effectivement... C'est ça qui est amusant dans votre livre d'ailleurs, parce que c'est pour ça que ça nous parle très bien. Il faut le paramétrer, tout à fait, exactement. Il faut le paramétrer comme on en a envie. Et après, il fonctionne très bien. Et quand on est conscient qu'on arrive à le faire fonctionner, plus on en sera conscient et plus on y arrivera facilement à le faire fonctionner. Donc avant de le faire fonctionner, il faut aussi le désencombrer. Aussi. Ça, vous l'expliquez dans votre livre. On ne peut pas faire enlever fonctionner toutes les idées un reçues. logiciel s'il est déjà plein. Voilà. Et vous parlez de l'être humain qui possède 2 corps, un corps physique que tout le monde connaît et un corps astral, oui. Ou encore éthérique. Voilà. Alors, ça va de pair, si je puis dire. Il y a le corps physique. Bon, le corps physique, vous le connaissez, hein, c'est celui qu'on voit dans la glace, donc celui-là, on le connaît bien. Le corps astral, on le connaît beaucoup moins bien, parce que, on arrive à peu près à s'en faire une vague idée, suivant les religions dans lesquelles on se trouve. Mais le corps astral, il existe bel et bien. C'est un corps fait d'énergie qui fait un avec nous. On le voit pas a priori. Bon, dans certaines conditions, on peut arriver à le deviner, mais normalement, on le voit pas. Il ne fait qu'un avec nous. Il est complètement translucide et c'est la batterie de l'être humain en fin de compte.
Et entre ces deux corps, il y a une sorte de une petite connexion, un appareil qui connecte les deux entre eux, qui est le subconscient, qui lui possède en plus son propre logiciel pour fonctionner et être autonome. Donc vous dites aussi qu'il s'appelle l'esprit, donc nous sommes devant la Trinité, hein. Nous avons oui, on en revient à ça, oui, tout à fait. le Saint-Esprit qui serait donc le subconscient, l'esprit, oui, tout à fait. le corps astral et le corps physique. Oui, alors je n'en parle pas trop dans le livre parce que je ne veux pas trop faire de lien avec les religions, parce que je ne veux pas gêner non plus les croyances de certains, mais on a trop souvent tendance à tout mettre sous la religion. Alors, bon, la religion, elle est comme elle est, peu importe en quoi on croit, mais tout ne vient pas de la religion, tout ne vient pas de Dieu, tout ce qui arrive comme malheur, c'est pas le diable, etc., etc. Il faut faire la part des choses. Ça, si vous l'expliquez un tout petit peu, voilà. Quand même. Oui, je survole un petit peu parce que je suis obligé d'en parler un tout petit peu. Oui, alors, vous dites que notre ordinateur, c'est-à-dire notre cerveau, possède 2 disques durs. L'un contient tous les logiciels basiques, où se trouve tout le raffinement de nos 5 sens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, exactement. Et l'autre contient les logiciels de connaissances diverses, plus abstraites ou plus subtiles. Voilà. Donc, ça serait cerveau droit, cerveau gauche? Non, pas du tout. Oui, c'est une façon de parler. C'est pas cerveau droit, cerveau gauche. Mais ce sont 2 notions qui sont dans le même cerveau humain. Ce sont 2 notions différentes qui fait la différence entre l'humain et l'animal, d'ailleurs, parce que l'humain a toute la partie abstraite, spirituelle, toutes ses connaissances, le bien, le mal, etc. Ça, c'est des notions qui sont tout à fait humaines. L'animal ne l'a pas, ça. Non, par contre, il a de l'intuition. Il a de l'intuition, il a d'autres facultés. Ouais. Ouais. Alors, ce cerveau contient donc toute une flopée de logiciels dont on ne sert jamais. Et votre livre, le manuel d'Alfred, c'est pour qu'on puisse se servir de ces logiciels. Voilà, tout à fait. Alors, ça s'appelle le manuel. Justement, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que c'est un manuel d'utilisation du subconscient. Alors, vous parlez des personnes aussi qui reconnaissent avoir certaines facultés comme des dons. Il y a des gens qui naissent avec cette faculté hors du commun et d'autres qui la découvrent plus tard. Et vous dites que dans les 2 cas, ces personnes ont appris à faire fonctionner un logiciel et s'en servent. Quand les gens pensent qu'ils ont un don, finalement, ils ont effectivement un don, mais un don, c'est quoi? C'est qu'ils ont développé à un moment donné, pour des raisons indéterminées, ils ont développé quelque chose de bien précis, une particularité que tout le monde serait éventuellement, je pense, capable de faire si on savait comment le développer, volontairement. Alors j'essaye petit à petit de prendre des exemples qui sont simples et je les développe pour bien que les gens comprennent que certaines facultés peuvent paraître du hasard, peuvent paraître extraordinaires, peuvent paraître, on trouvera tous les qualificatifs qu'on veut, et finalement tout le monde arrive à le faire machinalement, mais sans savoir pourquoi. Et là on se dit, tiens, c'est bizarre ce qui m'arrive, ou alors c'est le hasard, ou alors tiens, c'est extraordinaire, ou j'ai fait de la télépathie, etc., etc. Non, j'explique donc ce qui se passe, et j'essaye de décortiquer la mécanique pour bien qu'on comprenne comment ça s'est passé. Et ensuite, j'explique comment le reproduire volontairement. Et ça, là, je cite différents exemples dans le livre. Si, par exemple, des exemples qui arrivent à tout le monde. Et j'essaie de bien faire comprendre que c'est des exemples types, comme quoi un individu a fait fonctionner à un moment donné son subconscient. Donc, l'exemple classique, c'est d'être chez soi tranquille. Vous êtes chez vous tranquillement, il n'y a pas de bruit et tout, vous êtes bien, vous êtes en train de vous occuper, vous faites le ménage ou peu importe quoi, et vous pensez à quelqu'un, en vous disant machinalement, tiens, qu'est-ce qu'il vient celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Dans les 5-10 minutes qui suivent, le téléphone sonne, vous décrochez, c'est cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui l'avez fait téléphoner. C'est ce qu'on appelle de la télépathie, mais en réalité, tout le monde est capable de faire ça. Alors, ce que j'explique, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez pensé à cette personne. Je décortique donc la mécanique, et en même temps, je vous explique comment le faire volontairement par la suite. Mais
Ça, c'est un exemple. Tout le monde l'a vécu à un moment donné. Oui, ou ça peut être l'autre personne qui pense à nous aussi, hein, parce Ça qu'il peut a être- son Alfred aussi. Ça lui. peut être aussi l'autre personne, oui, effectivement. Alors, vous avez des phrases qui sont très drôles. Vous dites que le logiciel spécifique d'Alfred, c'est où tout se trouve, car il est en liaison de permanence avec une immense bibliothèque. Hein. Oui, C'est en quelque sorte votre moteur de recherche personnel, votre interne être explorer. oui. Pour ceux qui font de l'informatique, ils doivent se marrer. Interne être explorer. C'est un jeu de mots avec Internet Explorer. Voilà. Donc voilà, donc on pourrait considérer que notre cerveau, c'est un immense programme informatique et on a des bases de données. On a des tas de bases de données dont on ne se sert pas habituellement. Et Ou alors Alfred, quand ça arrive par hasard qu'on s'en serve, on ne le sait pas parce qu'on ne comprend pas ce qui arrive. On ne sait pas l'expliquer, à part le hasard. Mais le hasard, ça veut tout dire et rien dire. et vous expliquez dans votre livre que plus on cherche des explications et moins on risque d'en avoir. Oui, c'est vrai, parce qu'on va bloquer on va bloquer le système. Alfred, il est basique comme raisonnement, en fin de compte. Comme je dis, c'est un sens, donc c'est tout. Il fait pas d'humour, il comprend pas la plaisanterie, il est basique, il raisonne basiquement. On a besoin de quelque chose, si on en est convaincu, lui, il va faire le nécessaire pour qu'on l'obtienne. Mais ça s'arrête là, je veux dire. Le raisonnement, il est à la fois très simple, mais en même temps, si on veut chercher à comprendre ce qui se passe, on va bloquer Alfred, effectivement, et il ne pourra pas s'exécuter. Il n'aime pas le doute, il n'aime pas les informations Non. contraires. Voilà, exactement. Non seulement il n'aime pas les informations contraires, mais quand on veut programmer son subconscient pour qu'il réalise quelque chose, il faut que ce soit clair. Il faut qu'on exprime le besoin clairement, sans ambiguïté. C'est-à-dire ce qu'on appelle la conviction. Il faut arriver à se convaincre de ce qu'on veut. Si vous dites, tiens, ça, je veux ça, je vais l'obtenir, et qu'au fond de vous, vous ne le pensez pas, il ne va jamais rien se passer. Parce qu'il y aura conflit, ça ne marchera pas. La programmation ne se fera pas. Voilà le fonctionnement d'Alfred. Il faut être clair dans sa tête, comme on dit. Ok, on va faire juste une petite pause musicale. Voilà, nous reprenons ce manuel d'Alfred, toujours avec Emmanuel de Carrel. Le fabuleux pouvoir de la pensée. Nous avons vu qu'Alfred, c'était un peu notre conscience, notre subconscient, enfin une sorte oui. de logiciel qui est prêt à nous servir. Mais vous faites une remarque très importante et capitale dans votre livre, qu'il ne faut rien demander qui soit l'objet d'une peine ou d'une souffrance pour un tiers. Oui, mais ça c'est oui, bien sûr, parce que il y a deux choses. Premièrement, faire du mal, si on connaît les capacités du subconscient, c'est faisable. Mais il y a deux choses auxquelles il faut penser. C'est que d'abord, il y a le mal en soi qui est fait à la personne, déjà. Et cette personne a un subconscient. Et vous pouvez très bien avoir l'effet boomerang, comme je dis. C'est-à-dire qu'en retour, si cette personne, à un moment donné, a tant soit peu un doute que ça pourrait venir de vous, inconsciemment, son subconscient va vous le retourner. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Il faut faire très attention à ce qu'on pense soi-même et pas se dire aussi qu'on préférait se casser une jambe que d'aller à tel endroit. Hein. C'est pas qu'uniquement les pensées qu'on a sur les autres. Oui, tout à fait. En plus, oui, tout à fait. Si vous vous dites, cet endroit-là, j'ai envie d'y aller comme me casser une jambe, effectivement, si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous dites, vous risquez de vous casser une jambe, pour de bon. Parce que, comme je dis, votre subconscient, il raisonne basiquement. Il faut faire très attention à ça. Il raisonne basiquement. Il ne comprend pas les jeux de mots, ni l'humour, ni rien. Il s'exécute. Et il va s'exécuter, suivant ce que vous demandez, tant que vous ne l'aurez pas déprogrammé pour ce que vous recherchiez. Je vais prendre un exemple. J'aime bien prendre des exemples dans mon livre, justement, pour que les gens comprennent mieux, parce que j'essaye en plus de choisir si possible, des sujets que tout le monde connaît, des exemples que tout le monde a vécu. C'est encore plus simple. Imaginons, par exemple, que vous
vous ayez envie de vous renseigner pour faire de la confiture de fraises, mettons. L'exemple n'est pas dans le livre. Mais non, c'est bien. Bon, voilà, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Vous dites, tiens, vous vous intéressez à la confiture de fraises, à l'ancienne. Comment on fait la confiture de fraises à l'ancienne? Bon, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment convaincu, il n'y a pas de raison que non, vous soyez convaincu que vous voulez vraiment vous renseigner sur le sujet. Alfred va tout faire pour vous donner le renseignement. C'est-à-dire que vous allez aller chez votre coiffeur, vous allez prendre un magazine sur la table, dans la salle d'attente, vous allez le feuilleter, dedans vous allez avoir des explications sur la confiture de fraises. Il y a de fortes chances. Vous allez chez le dentiste, ça va être pareil. Vous allez en ville, vous allez vous garer comme par hasard, entre guillemets, devant une épicerie fine qui vend de la confiture. Et entre autres de la confiture de fraises, etc., etc. Jusqu'au jour où vous allez obtenir votre renseignement, vous direz, ça y est, j'ai trouvé, c'est exactement ce que je cherchais. Bon, je vais pouvoir faire ma confiture de fraises. Là, vous allez déprogrammer Alfred. Et il ne vous donnera plus d'informations à ce sujet-là, puisque inconsciemment, vous l'aurez déprogrammé, puisque vous avez la réponse. Alors, vous dites aussi que ce que vous pensez aussi, mais sans aucune certitude, c'est que lors d'un décès d'un être humain, Alfred ne meurt pas. Alors là, il faut nous en dire un peu plus. Alfred, comme je vous l'ai expliqué, il se trouve entre le corps physique et le corps astral. C'est-à-dire qu'il est lié aux deux, il est rattaché au corps physique et au corps astral. Le corps astral, lui, c'est un corps, alors on l'appelle corps astral, on l'appelle corps éthérique, on l'appelle comme on voudra, mais c'est un corps fait d'énergie. C'est lui l'énergie du corps physique, en fin de compte. Et c'est lui qui permet aussi à Alfred de fonctionner. Et Alfred est rattaché à ce corps, en premier. C'est-à-dire que lorsqu'un corps physique décède, le corps astral et le subconscient s'en vont ensemble, ils se détachent. C'est d'ailleurs, il y a des gens qui ont vécu ce coma dépassé qui vous disent oui, j'ai vu mon corps physique, etc., avec un cordon qui relie les deux. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et tant que la personne n'est pas complètement décédée, ils restent attachés ensemble. C'est pour ça que les gens voient ce corps partir dans un tunnel, comme on dit, etc. Bon. Le corps éthérique se détache complètement du corps physique, avec Alfred, quand le corps physique meurt. Mais il traîne un peu dans les alentours. Voilà. Et reste, en général, on dit qu'il reste là un certain temps, qui est complètement indéterminé. Il peut partir très vite, comme il peut rester longtemps. Ça dépend du passé de la personne. Mais là, je pense qu'on ne peut pas en dire trop parce qu'il faudrait avoir vraiment des éléments très concrets. Mais a priori, pour les constatations qu'on en a fait, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais quand vous avez le chapitre branchez-vous sur l'internet céleste, vous vous dites que comme finalement l'Alfred des autres n'est pas vraiment parti, il peut donner des messages. C'est tout simplement votre internet personnel qui fonctionne et vous dit que vous êtes en train de recevoir un email d'un Alfred qui est décorporé, c'est-à-dire qui n'a plus de corps, mais qui peut nous donner encore des informations. Oui, tout à fait. Puisque le subconscient de cette personne reste rattaché à son corps astral, vous pouvez, vous, vivant, avec votre subconscient, aller prendre cette information là où elle se trouve. Bon, je m'explique. Vous avez besoin d'un renseignement. Ce renseignement, vous êtes convaincu, donc il vous le faut. Il n'y a pas de doute. Donc, vous avez programmé votre subconscient pour qu'il vous trouve ce renseignement. Alors, il va aller le chercher peu importe où. Mais si ça se trouve, si c'est vraiment quelque chose de très particulier, il peut aller chercher ce renseignement chez quelqu'un qui est déjà décédé depuis 100 ou 150 ans. Parce qu'il va intervenir directement auprès du subconscient de cette personne qui est décédée. Et lui, il fonctionne, ce subconscient-là. Donc, il va pouvoir revenir avec l'information, vous la donner, sans aucun problème. Ça paraît un peu étrange, c'est aussi comme ces histoires d'anges qui nous protègent, qui nous évitent des accidents, ou qui nous font lever la tête au dernier moment. Mais on n'a pas la réponse catégorique à ce sujet-là. On peut émettre que des suppositions. Mais je pense que tous les êtres humains sont reliés entre eux par une énergie commune,
C'est ce que j'explique un peu dans le livre. Et nos subconscients individuels vont puiser ces informations exactement comme le fait Internet. Vous êtes chez vous avec votre ordinateur. Votre ordinateur, il est là, avec son petit logiciel qui peut aller chercher les informations. C'est le subconscient. Quand vous avez besoin de renseignements, vous allez dans la base de données générale, qui s'appelle MSN, Google ou ce que vous voulez. Mais vous allez chercher l'information sur un réseau commun à tout le monde. Et là, c'est exactement le même principe. Votre subconscient va chercher l'information là où elle se trouve. Alors vous ne savez pas où elle se trouve, l'information, mais lui va aller la trouver. Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. C'est pour ça que... Mais de toute façon, Alfred ne peut aller chercher ce que vous avez besoin que s'il sait ce qu'il faut aller chercher. Sinon, il ne bougera pas. C'est pour ça qu'il faut arriver à être convaincu de ce qu'on cherche. Il faut que la question soit posée, même si elle est inconsciente, il faut qu'elle soit posée d'une manière claire et précise. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et là, il fonctionne. Il peut même fonctionner en vous donnant la réponse à une question que vous ne vous êtes pas posée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Parce que c'est une manière de parler, parce qu'à un moment donné, je me la suis posée, la question. Mais je n'ai pas eu la réponse. Par contre, quand je m'étais mis en position de repos, de détente, après avoir lu tout ce que j'ai lu, et mon subconscient, sachant ce que je recherchais, m'a apporté cette réponse à ce moment-là. Alors vous avez plein de phrases drôles dans votre livre. Vous dites qu'il n'est pas du tout nécessaire de se déguiser en hindou, de s'entourer de coussins ou de tentures orientales, de faire brûler des bougies extraordinaires et de faire fumer des bâtons d'encens pour obtenir des résultats. C'est pas la peine de faire tout un tralala autour. Non, tout à fait. Dans le principe, on peut avoir exactement les mêmes résultats quand on sait très bien se servir de son subconscient et quand on connaît les techniques pour le faire fonctionner. Alors, tout ce folklore, en quelque sorte, s'il aide à arriver à ce résultat, tant mieux. Mais ce n'est pas une nécessité, c'est ce que j'explique. Mais par contre, pour beaucoup de gens, c'est peut-être le plus qui peut leur permettre d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors sachez que vous possédez un système 1000 fois plus performant que tous ces appareils aux techniques soi-disant super sophistiquées. Vous avez un Starphone, oui. C'est-à-dire que nous sommes un logiciel plus que performant. Voilà, exactement. Alors, vous racontez l'histoire du chien Planche, de l'histoire de Planche, on va pas la raconter, parce qu'il y a plein de petites histoires dans votre livre qui sont assez étonnantes. C'est des exemples qui me sont arrivés. Ouais. Donc, je les cite et j'explique au lecteur ce qui s'est passé pour bien arriver à comprendre justement le mécanisme du subconscient, comment il fonctionne. Dans les rêves. Les rêves, là, dans ce cas-là. C'est-à-dire entre autres, disons que la réponse, elle est arrivée en rêve, là, à 2-3 reprises. Mais même moi, sachant faire fonctionner le subconscient ou sachant interpréter ces réponses quand j'en ai, dans certains cas, elles sont pas très nettes et il faut vraiment arriver à comprendre ce qu'il veut dire. Et dans l'exemple du chien en question, effectivement, j'avais pas compris sur le coup tout de suite. Mais on peut expliquer quand même en 2 mots que ce chien que j'avais perdu, j'étais inquiet, je le recherchais. Et dès la première nuit, donc, mon subconscient m'a mis en rêve une réponse qu'il a remis la 2e nuit et la 3e. Et finalement, j'ai compris où était mon chien. Quand vous l'avez retrouvé. Quand je l'ai retrouvé, où là, j'ai réalisé que ce que me disait mon subconscient en dormant, il m'indiquait le lieu où se trouvait le chien. Voilà. Donc lui savait où le chien était. Oui, alors là, ça va encore beaucoup plus loin d'ailleurs dans le raisonnement, parce que moi, j'ai cherché quand même 3 jours. Mon subconscient m'a donné la réponse la première nuit. Ça veut dire que l'esprit, il se balade sans votre consentement, puisque mon subconscient avait déjà retrouvé mon chien dès le premier jour. Et la première nuit, en rêve, il m'a dit où se trouvait mon chien.
Mais ça veut dire qu'il se promène tout seul, l'esprit. Il est capable d'aller chercher ce qu'on veut n'importe où. Ça, c'est une preuve. Alors vous dites souvent dans votre livre, ne me croyez pas parce que je vous le dis, mais croyez-moi parce que vous en avez fait l'expérience. Ça, c'est important, c'est-à-dire que chacun après d'expérimenter ce que vous lui dites. Hein. Ouais, j'aime pas affirmer les choses. J'aime bien expliquer les choses, les détailler, donner ma version et après expliquer comment il faut faire. Mais c'est à chacun de faire sa propre expérience. Et c'est que lorsque le lecteur aura fait sa propre expérience qu'il comprendra exactement ce que je veux dire. Quand vous apprenez à un enfant à marcher, bon, après vous lui apprenez l'équilibre. Une fois qu'il sait ça, vous pouvez lui faire du vélo. Mais vélo, vous allez le mettre dessus, il va tomber 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'au jour où lui, il va comprendre par lui-même comment on fait pour tenir en équilibre sur un vélo. Vous l'avez bien expliqué avant, il a bien essayé, mais c'est que lorsqu'il sera vraiment arrivé à le faire qu'il aura réellement compris. C'est le même principe. Alors vous dites, vous faites une petite confidence lorsque vous essayez de vous expliquer, enfin de nous expliquer quelque chose de complexe dans votre livre et que vous ne savez pas comment tourner vos phrases pour que ce soit clair et précis. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous allumez une pipe, vous vous détendez et soudain, comme par magie, les phrases vous arrivent avec une limpidité incroyable. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, souvent il faut lâcher prise pour que les choses arrivent. Quand on oublie un mot, c'est quand on le cherche plus qu'on le retrouve. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que c'est un logiciel. Lui, il sait ce que vous cherchez. Mais tant que vous faites une fixation dessus, vous le bloquez. Oui, Dès que vous allez passer à un autre sujet... C'est un bug. Voilà, exactement. Dès que vous allez passer à un autre sujet, vous allez quitter cette pensée, vous allez lui laisser le champ libre pour trouver la réponse. Et là, il vous l'amène. Et là, vous avez la réponse. Tout de suite. C'est pour ça, ça sert à rien de faire une fixation. Si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous cherchez, que votre question a été posée en vous, à l'intérieur de vous-même, vous vous êtes posé la question de manière très claire et précise et que vous êtes convaincu que vous allez obtenir cette réponse, c'est bon, c'est fini, passez à autre chose, vous l'aurez. C'est tout. Mais là, c'est pas une réponse que vous cherchez, c'est des mots clairs et concis. C'est pareil, c'est le même principe. Ouais. C'est une réponse quelque part. Ouais. C'est pareil. Vous dites autrement dit, le manuel d'Alfred, par Emmanuel de Carrel, c'est le manuel d'Alfred par Emmanuel et Alfred de Carrel. Oui, exactement. Vous êtes deux à écrire le livre. On est deux. On est deux à écrire le livre. Mais beaucoup d'exemples me sont venus comme ça, justement, parce que à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire et je cherchais des idées, et les idées, elles me sont arrivées tout de suite. Et il a envie de s'exprimer, Alfred. En plus, il s'éclate. Il est très content qu'on l'entende. Là, il s'éclate. Alors, Alfred est toujours disponible, il peut agir à votre insu comme un logiciel en tâche de fond. Tout à fait. Oui, il sait ce dont vous avez besoin. Donc lui, s'il sait ce dont vous avez besoin, il est capable de vous le trouver. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Il sait ce que vous voulez. Il sait ce qui vous va bien. Il sait ce qu'il vous faut. Il est tout à fait capable de fonctionner sans votre accord. Dans certains cas, bien sûr. Mais en général, c'est ce qui se produit. Vous pouvez avoir envie, a priori, comme ça, au premier abord, de certaines choses, mais si au fond de vous, c'est pas le cas, vous n'êtes pas vraiment convaincu, lui, il sait très bien ce que en réalité, vous avez besoin. Donc, il va fonctionner tout seul dans son coin. Tout seul, mais on se connecte aux Alfred des autres aussi. Tout à fait. Parce que vous dites qu'on fait partie d'un gigantesque réseau social qui s'appelle l'Humanité et que vous nommez l'Humans Book. C'est-à-dire que Alfred, il est connecté aux autres Alfred des autres. Oui, c'est ce que je dis, comme vous l'êtes, vous, sur votre ordinateur, comme vous l'êtes quand vous allez sur Facebook, par exemple. Bon, ben, vous êtes connecté à un tas de gens, à tous les gens, en fin de compte, qui sont inscrits sur Facebook, que vous les connaissiez ou pas, mais vous êtes quand même connectés. Et il suffit d'avoir besoin d'un renseignement pour aller
le questionner sur Facebook, vous allez avoir la réponse qui va vous arriver de la part de gens que vous connaissez peut-être même pas. Mais c'est pas un souci. Alfred, c'est pareil. Vous avez besoin d'un renseignement, posez-lui la question, lui après il se débrouille. Mais ne cherchez pas à savoir comment il fait, ni où est-ce qu'il est allé chercher la réponse. Ça sert à rien. Et là où ça commence à se compliquer, c'est qu'il faut savoir que cet énorme réseau social est constitué non seulement des 7 milliards de personnes vivant sur cette planète, mais aussi de tous les corps éthériques des êtres décédés. Ça en fait du monde. Ah oui. Oui, pourquoi ? Parce que tous ces corps éthériques en question ont leur subconscient qui fonctionne, puisque le subconscient reste attaché, comme je le disais tout à l'heure, au corps éthérique. Donc, ils sont tout à fait opérationnels tous. Donc ça fait du monde, oui, effectivement. Mais c'est drôlement bien, parce que vous avez besoin d'un renseignement, il va aller vous chercher le renseignement là où il se trouve. Alors, est-ce que s'il y a une réincarnation, l'Alfred, finalement, il est des deux côtés. Il serait du côté des vivants et du côté des morts. Alors, dans le cas de réincarnation, si réincarnation... Ça revient au même qu'il soit en haut ou en bas, enfin qu'il soit... Ça ne change rien au problème, voilà, exactement. Le corps éthérique va réintégrer un corps physique avec l'Alfred. Mais c'est pour ça que vous pouvez avoir quelquefois des résurgences d'une vie antérieure. Pourquoi ? De temps en temps, il y a une interconnexion qui se fait, ou une espèce de mémoire éthérique qui revient, ou une sensation, tout simplement. De même, pour différentes raisons, vous pouvez très bien avoir un jour une demande d'ajout de la part d'un membre qui souhaite entrer en contact avec vous, que ce soit des amis qu'on se fasse dans la vie normale ou sur les réseaux sociaux. Si celui-ci est un humain vivant, cela s'appelle une rencontre et c'est en général bien concret, mais si cette personne est morte, cela procure une sensation étrange et indéfinissable. En d'autres termes, vous allez devenir médium. Ah oui, quelque part, c'est un peu ça. Vous pouvez très bien avoir une sensation, vous allez le ressentir comme une perception extrasensorielle, si vous voulez, une intuition, vous allez appeler ça comme vous voulez, mais que vous allez sentir très nettement qu'il se passe quelque chose. Vous êtes en contact avec un corps invisible. On entend des voix, voilà. Ou on entend une voix, ou on perçoit des choses. Alors après, on peut pas en dire beaucoup plus parce que, je veux dire, ça ne peut être que des suppositions, mais que je pense assez réaliste quand on connaît le principe du fonctionnement du subconscient. Je pense que c'est tout à fait possible. Pourquoi pas ? Pourquoi un corps éthérique qui lui a aussi donc un subconscient qui lui est rattaché ? Pourquoi pourrait-il pas entrer en contact avec vous qui avez aussi un subconscient ? Finalement, c'est les deux subconscients qui se connectent et qui font la causette. Maintenant, ça peut être pour X raisons, mais c'est pas du tout invraisemblable. À moins que ce ne soit qu'un seul subconscient pour tout le monde, finalement, une espèce de grand réseau où on a une... Parce qu'à un moment, vous le Il y a un grand réseau, effectivement. C'est un grand réseau où tous les subconscients se connectent. À un moment que vous aviez presque appelé Dieu, mais qui n'est pas Dieu, mais qui pourrait se relier à Dieu ou à une supraconscience. Supraconscience, je dirais plutôt. Bon, Dieu, c'est encore un autre sujet parce que là, on rentre dans des domaines religieux. Mais une conscience commune, collective, une grosse conscience, voilà, un gros réseau où tous les subconscients se connectent. Oui, c'est ce que je dis. Et forcément, ça nous donne de la puissance si d'un seul coup, on a tout un tas de subconscients. Ah oui. Enfin, qu'un seul. On va repartir un peu en musique. Voilà, c'est la troisième partie de cette émission Au-delà du miroir avec Emmanuel de Carrel. Aïe, C-A-R-E-I-L. Le manuel d'Alfred ou le fabuleux pouvoir de la pensée, c'est édité aux éditions d'Angle. Alors pour terminer sur le sujet de ce qu'on était, qui est toujours disponible, de ce fameux Alfred collectif, vous dites que si l'on envisage l'existence dans l'univers d'êtres extraterrestres, vous pensez qu'ils ont un Alfred aussi qui leur est rattaché. Alors est-ce qu'on aurait le même qu'Alfred qu'eux ? Ça serait bien de pouvoir communiquer avec eux. Mais c'est pas impossible du tout. Je vois pas pourquoi. D'abord, on serait les seuls dans l'univers déjà pour commencer. Pourquoi il y aurait que la planète Terre qui serait habitée ? Et dans le cas où il y aurait des individus sur d'autres planètes,
effectivement, il est tout à fait logique qu'ils aient un subconscient aussi. Donc, parti de là, est-ce que nos subconscients sont connectables entre eux? Ah, ça c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Dommage. Bon. Et vous dites que si l'on pense positivement, on aura une réponse agréable, mais que si l'on réfléchit négativement, on obtiendra un cauchemar. C'est important aussi de faire attention à ce qu'on pense. Hein. Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs, on le remarque, vous avez des gens qui réussissent tout. Tout leur convient, tout leur va, ils sont bons dans tous les domaines, etc., sont des battants, etc. Ce sont des gens qui ont une pêche d'enfer, et ils ne sont que positifs, ils ne doutent pas un instant qu'ils peuvent louper quelque chose ou quoi, donc ça leur réussit. Alors, c'est une forme d'esprit, mais c'est vrai que la personne qui se lève le matin en se disant « encore cette journée à faire et tout », on commence déjà mal la journée. Si on arrive à se persuader qu'elle va être pourrie, il est clair qu'inconsciemment, on programme son subconscient pour que la journée soit pourrie. Et lui, il va répondre à la demande. C'est-à-dire qu'il va vous la pourrir. Et plus vous allez constater qu'il vous arrive des malheurs, et plus il va continuer. Bah oui, puisque finalement, c'est ce que vous cherchez. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je faisais cette réflexion sur le côté positif et le côté négatif. Alors, vous parlez aussi des médailles, des fétiches, des porte-bonheur, des gris-gris. C'est que vous dites que c'est quand Alfred se déguise. Oui, c'est une image, bien sûr, mais je pense que c'est utile, justement, pour mieux comprendre le fonctionnement du subconscient. Si vous amenez l'histoire du nounours qu'on amène à l'examen, parce qu'il porte bonheur. Le Saint-Christophe dans la voiture. Ou le Saint-Christophe dans la voiture, voilà, bon. On croit en certaines choses, et il faut surtout pas le supprimer, il faut continuer à y croire dur comme fer. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, c'est l'objet qui permet de se convaincre que il le faut, que avec ça, il n'y a pas de problème, etc. Donc, comme vous vous êtes convaincu avec cet objet, vous programmez votre subconscient dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que le jour où vous ne l'avez pas, il va vous arriver tout. Oui, vous vous sentez protégé. Voilà, exactement. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce fameux trésor Qatar que vous avez trouvé un peu d'une manière subconsciente, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un exemple, voilà, c'est un exemple où je ne sais pas exactement si j'ai eu la réponse de la part d'un subconscient d'un vivant ou c'était le subconscient d'un mort. Parce que j'étais en train de faire des recherches sur Rennes-le-Château, où un curé aurait trouvé en 1885 un trésor, soi-disant. La Bessonnière. La Bessonnière, voilà. Bon, il aurait soi-disant trouvé un trésor dans son église ou sous son église, on ne sait pas trop. Bon, bref, il vivait d'une manière un peu beaucoup trop aisée pour un curé de campagne. D'où toutes les questions qu'on s'est posées après. Toujours est-il que je faisais des recherches là-dessus. Et parallèlement, je m'étais intéressé aussi à l'histoire de toutes les recherches qu'avait fait le Troisième Reich aussi dans certains domaines assez proches, etc. Et je faisais donc ces recherches et un jour, je reçois un mail d'une amie, auteure, que je connaissais à peine. Mais je la connaissais un petit peu, on avait déjà conversé ensemble sur des sites d'auteurs. Et elle n'est pas française, elle était belge. Et donc, je ne la connaissais pas de visu. On n'avait jamais discuté ensemble, ni au téléphone, ni autrement. Et cette personne-là me dit, tiens, c'est amusant, je suis allé voir ton site, et tu parles du Graal, du Troisième Reich, etc. C'est amusant, ça me fait penser à l'histoire de mon grand-père. Si ça t'intéresse, je pourrais te la raconter. Parce que j'ai vu que tu fais des recherches sur Rennes-le-Château et tout ça. Et elle me raconte une histoire assez fabuleuse, selon laquelle son grand-père aurait trouvé à Montségur, enfin à côté de Montségur, un trésor qui aurait donc a priori appartenu au Qatar. Et elle m'en fait le récit complet. Et c'était juste avant-guerre. Il l'avait caché. Et comme il s'était fait arrêter par la Gestapo pendant la guerre, qu'il avait torturé, il avait essayé de négocier sa remise en liberté en échange du fameux trésor des Qatars. Et les Allemands sont allés chercher ce trésor là où il se trouvait. Ils l'ont ramené en Allemagne, puis après il a été redéménagé en Autriche, etc. Bon, bref. Tout ceci pour dire que
Le mail que j'ai reçu de mon ami est arrivé quelque temps après que j'ai commencé à m'intéresser au fameux trésor de Rennes-le-Château. Donc la question que je me suis posée, mon subconscient est allé raconter cette histoire, en fin de compte est allé chercher l'information auprès de mon ami belge, qui m'a contacté, qui est allé sur mon site, et de fil en aiguille, qui est venu me raconter l'histoire fabuleuse de son grand-père. À moins que ce soit l'ami belge ou le grand-père qui a envie de vous contacter. Question que je me suis posée, à moins que mon subconscient soit allé rencontrer le subconscient de son grand-père, lequel grand-père soit intervenu auprès de sa petite-fille pour lui dire, va voir un peu sur le site là-bas, et apporte-lui donc ma réponse. C'est tout à fait envisageable. Je ne sais pas auprès d'où mon subconscient est allé se renseigner, mais auprès de qui mon subconscient est allé se renseigner, mais pourquoi pas auprès du subconscient du grand-père décédé. Alors, est-ce que le grand-père est revenu finalement de la guerre ? Oui, il est revenu de la guerre. Il est mort beaucoup plus tard, lui. Après, il est mort en 1960, je crois. Et il a eu le temps de raconter l'histoire à sa petite fille. Voilà, il a raconté l'histoire à sa petite fille, qui est la seule au courant d'ailleurs. Et il s'est dit, si j'avais mis le trésor à 2 endroits, j'en aurais au moins gardé la moitié. Entre autres. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ce trésor ? Il y avait beaucoup de choses ? Oui, il y avait pas mal de choses. Il y avait beaucoup de pièces d'or, il y avait beaucoup de pierres précieuses, diamants, rubis, etc., émeraudes. Il y avait des bracelets bizarres, incrustés de pierres précieuses aussi, qui pourraient laisser penser que peut-être que ce trésor pourrait être une infime partie du trésor des Visigoths. Ça, ce sera votre prochain livre. Ça serait mon prochain, oui. Alors, rappelez-nous qui étaient les Visigoths, parce que ça remonte loin. Les Visigoths, c'est un peuple qui occupait une partie qui occupait l'Italie à un moment donné, qui sont venus en France en 410 après Jésus-Christ, qui ont occupé tout le sud de la France dans un premier temps. Après, ils ont occupé l'Espagne. Enfin, ils ont occupé une grande partie Toulouse avait été leur première capitale au départ, la capitale française. Et puis après, ils avaient reculé et c'était Carcassonne qui était devenue leur capitale par la suite, quand les Francs avaient repris Toulouse. Mais ils auraient caché leur trésor qui est monumental, c'est quelque chose d'énorme. Peut-être en 3 endroits différents. La plus grosse partie étant sans doute aux alentours de Rennes-le-Château, par là-bas, ça c'est possible. J'ai une vague idée d'ailleurs. Touchez ça dans le subconscient des Visigoths. Oui, pourquoi pas. Et puis une autre partie serait peut-être sous la montagne d'Alaric, près de Carcassonne, entre Carcassonne et Narbonne. Et une troisième partie serait justement pas très loin du château Cathare, Montségur. Voilà. Il s'en passe des choses par là-bas. Ah oui, là-bas, oui. Alors, vous avez un chapitre sur la direction interplanétaire des études universelles, ou plus simplement Dieu, on en a un peu parlé. Voilà, ça c'est un jeu de mots que j'ai fait au niveau des initiales. Vous nous apprenez à dialoguer avec Alfred, un langage de programmation qui peut sembler bien étrange. Oui. C'est que depuis le Moyen-Âge, tout ce qui touchait à ce domaine était interdit par l'Église catholique et le gouvernement, car considéré comme du satanisme et puni de mort par le feu. On n'avait pas le droit d'aller trop dans l'ésotérisme, parce que votre livre peut paraître ésotérique. Oui, disons que à un moment donné, mais encore maintenant, on n'aime pas trop non plus tous ces affaires ésotériques et autres, là, toutes ces pratiques un peu bizarres. Mais bon, il faut faire la part des choses. C'est ce que je disais au début de l'entretien. Il faut faire la part des choses, à savoir qu'il y a des choses qui sont religieuses, qui viennent de Dieu éventuellement, si on y croit, et d'autres pas. Bon, le subconscient est capable de tellement de prouesses que souvent on a tendance à s'imaginer que ça vient de Dieu. Et tout ce qui était bénéfique venait de Dieu, tout ce qui était maléfique venait du diable et devait être banni. Mais tous les dons qu'ont certaines personnes, comme justement on disait les sorcières qui arrivaient à faire la magie, le noir, etc., bon, ce sont des dons, ce sont des particularités qu'ont certaines personnes qu'elles ont développées inconsciemment. Bien souvent, ça commence comme ça. Mais il y a rien de diabolique là-dedans. On peut le qualifier comme tel, mais ça n'a pas de rapport avec le diable en quoi que ce soit.
De même qu'il y a tout ce qui est bénéfique, c'est pas forcément venant de Dieu. Vous dites quand même qu'il faut faire attention si on invoque Satan, qu'il peut franchement se présenter. Hein, c'est dans votre livre, donc. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, à savoir que le subconscient est capable d'obtenir ce que vous voulez. Si vous faites appel à certaines connaissances sataniques, vous risquez d'avoir la réponse. Mais c'est peut-être pas forcément celle qui vous conviendra. D'accord, il en est de même pour Dieu. Vous dites que s'il intervenait dans notre existence, comment pourrait-il accepter la guerre en général? Voilà, donc vous avez... c'est l'exemple type, oui, effectivement. Donc les guerres sont bien faites par des hommes. Ni Dieu, ni Alfred n'y sont pour quoi que ce soit. Parce que Alfred, lui non plus, il n'est pas pour les guerres, je pense. Hein. Non plus. Donc vous dites le sens caché de cet esprit saint, l'esprit saint dans les religions chrétiennes, ou encore le terme de sagesse chez Salomon, concordait tout à fait avec le mot de subconscient, et qu'à ce moment-là, la lecture de ses écrits devenait beaucoup plus limpide et correspondait très correctement avec mon idée première d'Alfred. Hein. C'est-à-dire que c'est Alfred qui serait un esprit saint, un esprit supérieur. Oui, mais si on relit, effectivement, parce que si vous relisez certains textes religieux, vous remplacez le mot esprit saint par subconscient, vous allez voir que ça tient tout à fait la route. Enfin, c'est tout à fait réaliste, quoi. Les appellations, après, on prend ce qu'on veut. Moi, le subconscient, je l'appelle Alfred. On peut l'appeler esprit saint, hein, si on veut. C'est pas un souci. Mais c'est question d'appellation. Après, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette notion d'esprit saint ? Il y a des choses qui sont du domaine du subconscient et d'autres pas. Mais il faut savoir la définition exacte qu'on met sur les mots. Là, le subconscient, j'ai expliqué ce que c'est. L'Esprit Saint, c'est encore plus vaste. Il y a encore d'autres notions là-dedans. Pour l'étymologie des noms, vous parlez du mot démon, hein, qui vient du grec démos, et qui ne veut pas dire diable, mais qui veut dire être surnaturel, voilà. Un être surnaturel. Donc ce n'est pas le diable. Non, pas du tout. Mais il y a eu, à un moment donné, il y a eu au Moyen-Âge et un peu plus tard, après le Moyen-Âge, il y a eu des arrangements, je parle de la part de la religion catholique principalement, qui a essayé de s'approprier beaucoup de choses. Pour renforcer ses croyances, pour ramener à elle un maximum de fidèles, un peu comme le fait la politique actuellement. Mais il y a des dérivés qui ont été créés de toutes pièces et qui n'avaient pas cette traduction au départ, comme on dit, pour le mot démon. Démon, ça vient de démos. Démos, c'est un être surnaturel, ça n'a rien à voir avec un diable, effectivement. C'est un exemple. Vous prenez Lucifer, c'est pareil. Lucifer, c'est le porteur de lumière, la traduction exacte. Ça vient de lux, qui est la lumière en latin, et ferre, qui porte. Celui qui apporte la lumière, celui qui apporte la connaissance. C'est Lucifer. C'est comme ça que les premiers chrétiens appelaient le Christ. C'est pour vous dire. Le Christ, lui, le nom de Christ n'est venu que beaucoup plus tard. Au départ, on appelait ça Lucifer. Mais comme il y a eu des détournements de noms, de situations, et la religion catholique naissante a baptisé le Christ, et on a essayé un peu d'éradiquer, en quelque sorte, les lucifériens qui croyaient en Lucifer parce qu'ils gênaient justement au niveau des croyances. Un peu comme les cathares après d'ailleurs. Ouais, on dit que c'est un ange déchu aussi, Lucifer. Hein, oui, mais dans la traduction, c'est pas vrai. Ouais. Alors, vous avez une certaine Louise, qui vous a envoyé un message là, qui dit « Le fabuleux pouvoir de la pensée, il y a des personnes qui sont émetteurs et d'autres qui sont récepteurs. » Elle dit « Je suis une émettrice très forte, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Pourquoi ?» Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Je pense que tout le monde est émetteur et récepteur. Il y en a qui sont très émetteurs, beaucoup plus que d'autres, parce que justement, on va dire inconsciemment, ils ont développé cette faculté.
oui, effectivement. Et il y en a d'autres qui sont très, très bons récepteurs et d'autres très mauvais récepteurs. La réponse, je ne la connais pas. Je peux dire simplement qu'il y a des gens qui, effectivement, sont difficiles au niveau de la réception. Ils sont brouillés. Mais pourquoi je n'ai pas la réponse à ça? Je ne sais pas. Je sais, par exemple, des gens qui sont vraiment très intellectuels, vraiment trop intellectuels presque, sont de très mauvais émetteurs en règle générale. Parce que, encore une fois, c'est un sixième sens, c'est basique. Le subconscient, il raisonne vraiment basiquement. Il ne cherche pas à comprendre. Et si vous êtes vraiment un gros intellectuel que vous cherchez à comprendre, jamais il marchera. Vous le bloquez complètement. Vous l'embrouillez. Et pourtant, on dit que la plupart des grandes découvertes ont été faites justement par l'intuition. Oui, mais ça peut très bien marcher. Oui, effectivement. Vous pouvez avoir des chercheurs ou autres qui sont très forts dans un domaine et qui arrivent à trouver des réponses à des problèmes et autres. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire que quelqu'un de très intellectuel ou quoi, qui va chercher, quand j'explique ça, va chercher à comprendre pourquoi, comment. Comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Mais en faisant ça, vous bloquez tout. C'est assez difficile à expliquer, hein, mais... Disons qu'ils ont peut-être des difficultés à être émetteurs, c'est clair, puisque... Alors, pour répondre, donc, émetteur-récepteur, il y a des gens qui sont très bons émetteurs et d'autres pas. Il y en a des gens qui sont très, très faciles à réceptionner et d'autres qui réceptionnent rien du tout. Difficilement, tout au moins. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Je sais pas. Alors, on a beaucoup parlé d'Alfred, on peut parler de Nestor maintenant et le passager mystérieux, parce qu'on a tous un Alfred, mais forcément dans la Trinité on est trois. Donc, ce fameux Nestor. Alors, le Nestor, c'est le fameux corps astral. Je lui ai donné un nom pour m'amuser, ouais. Mais c'est le fameux corps astral, le corps éthérique. C'est pareil, j'ai voulu le rendre concret aussi, j'ai voulu qu'on comprenne qu'il existe bel et bien, qu'il fait partie de nous, il fait qu'un avec nous, comme le subconscient de la même manière. Bon, je l'appelais Nestor, comme j'ai appelé l'autre Alfred, j'ai trouvé un prénom aussi, c'est tout. D'accord, donc il n'y a pas de particularité. Quelle différence entre les deux? Il y en a un qui est de l'énergie et l'autre qui est plus la conscience. Voilà, comme je disais, Nestor, le corps astral, le corps éthérique, c'est la batterie de l'ordi. En fin de compte, c'est la batterie de l'ordinateur. C'est lui l'énergie. Et le subconscient, lui, c'est tout le système, toute la partie logicielle, toute la partie qui va vous permettre de fonctionner. Alors et le corps physique, donc pour terminer, c'est la carcasse de l'ordinateur. Donc vous n'êtes pas seulement un corps charnel, vous êtes en réalité trois êtres en un seul corps, un être physique, un être énergétique et un esprit. Le corps plus Nestor plus Alfred égale vous. Voilà. Mais attention, votre mémoire individuelle en constante accumulation d'informations est quant à elle stockée dans un cloud, un nuage du réseau céleste. Elle demeure toujours accessible à Alfred. Oui, c'est ce qu'on disait. Tout le monde est connecté à cette espèce de super conscience qui est un gros réseau finalement auquel tout le monde est connecté. C'est la connexion de tout le monde qui fait ce réseau en fin de compte. Voilà. Et nous aussi. Voilà, exactement. On en fait partie complètement. Du cloud. On va faire la dernière pause musicale et vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Je sais qu'elle est pour moi Alfred, la tuile qui tombe du toit, le clou que j'ai pas vu Alfred, je vais m'asseoir dessus. Pierre Richard avec ses histoires d'Alfred. Voilà, dernière partie de ce manuel d'Alfred ou le fabuleux pouvoir de la pensée d'Emmanuel de Careil. Et pour continuer sur ce sujet, donc il n'est pas interdit de penser que les Nestors dont nous parlions juste avant la pause ont la possibilité d'agir à leur guise, ne serait-ce que pour prévenir un proche d'un danger ou le protéger de quelqu'un, ou encore d'essayer de lui faire savoir quelque chose d'important. C'est presque l'ange gardien, le Nestor. En quelque sorte, oui. Ça peut...
Alors là aussi, c'est pareil, c'est des suppositions, encore une fois, mais le corps astral et le subconscient, lorsque l'être humain décède, se détachent et partent ensemble. Alors après, effectivement, ils peuvent avoir la possibilité, je pense, de prévenir quelqu'un, effectivement, d'un danger quelconque s'il y avait... ou de participer à d'autres événements, etc. On parle de maison hantée souvent. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le corps éthérique est resté coincé là. Et pour quelle raison, ça, on ne le sait pas forcément. Mais ce qui est certain, c'est que, étant donné la composition du corps humain, ce corps physique, une fois qu'il décède, le subconscient avec le corps astral ne font plus qu'un et s'en vont, eux, de leur côté, vivre une autre vie. Peut-être, pourquoi pas, comme le pensent certains, réintègre plus tard, au bout de combien de temps, on ne sait pas trop, un autre corps physique pour revivre à nouveau. Pourquoi pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pendant le laps de temps où il reste un corps éthérique avec son subconscient, il est tout à fait possible qu'il puisse intervenir. Oui, ça se demandait pourquoi on perdure comme ça et jusqu'à quand. Hein, mais là, j'ai pas la réponse. C'est plutôt embêtant. Alors, vous trouveriez sympathique que ce livre devienne un sujet de conversation, qu'il permette d'animer ainsi des soirées entre amis, comme le font souvent les étudiants qui se retrouvent le soir pour discuter autour d'un verre. C'est vrai que ce livre, il ouvre beaucoup de perspectives. Mais c'est ce que je voulais. Moi, je veux pas absolument imposer ma manière de voir les choses et ma manière de penser. J'explique ce qu'est le subconscient, j'explique comment il fonctionne, j'explique comment s'en servir à volonté. Voilà, il y a une méthodologie, etc. Et après, comme je le dis souvent dans le livre, ne me croyez pas parce que je vous le dis, mais croyez-moi parce que vous l'avez constaté. Faites-en l'expérience. Et en plus, donc, s'il y a des possibilités de discuter entre amis, par exemple, autour du sujet, d'en parler, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et bien, moi, je pense ci, moi, je pense ça, pourquoi pas ? Je veux dire, toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi, la seule chose que je veux avec ce livre, c'est expliquer au lecteur qu'on a un subconscient, j'explique comment il fonctionne, ce qu'on peut faire avec. Mais après, c'est à chacun d'essayer. Alors, donc, on poursuit Alfred chez les humains, ou comment maîtriser son profil sur Humans Book. C'est intéressant parce que finalement, pour tous ceux qui font de l'informatique, on sait qu'on a des profils. Et donc, comment maîtriser son profil ? D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'un nouveau livre ou de toute une série d'Alfred, un peu comme on avait Caroline fait du cheval ou Caroline fait la cuisine. Nous aurons le manuel d'Alfred cherche du travail ou le manuel d'Alfred cherche l'amour. Voilà, donc, par exemple, oui, c'est ce que j'aurais voulu faire. Bon, on va voir ce que donnera déjà ce livre-là. Mais si ça plaît vraiment, si les lecteurs sont demandeurs, effectivement, on pourrait s'amuser entre guillemets. Je pourrais essayer de faire des déclinaisons. Mais alors là, en allant beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que on prend l'exemple de Alfred cherche un emploi, on pourrait très bien approfondir toute la partie subconscient pour s'en servir, pour expliquer ce qu'on peut arriver à faire avec dans ce domaine bien précis. Et parallèlement à ça, y ajouter d'autres connaissances que je possède concernant tout ce qui est psycho, parapsycho, etc., qu'on pourrait mettre bout à bout pour expliquer comment on fait une lettre de motivation, comment on fait un CV, comment on se présente devant un jury, comment on se présente devant un employeur, etc., etc. De manière à essayer d'avoir quelque chose de très complet et facile à comprendre aussi. Moi, ce que je veux, bon, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le livre, j'essaye d'expliquer les choses simplement. Pour passer un examen, déjà. Voilà, entre autres, pour passer un examen. Pour éviter la peur. Voilà, pour éviter la peur lors d'un oral, etc. Bon, il y a des techniques. Alors, ces techniques, elles sont connues. Si en plus à tout ça, on ajoute toute la partie subconscient et tout ce qu'on peut réaliser avec, je pense que ça peut donner de bons résultats. D'ailleurs, et j'ai appris quelque chose dans votre livre, c'est que, en vérité, on a le trac, on a la peur en passant un examen ou en montant sur une scène, en faisant du théâtre ou autre chose. On a peur d'être jugé par les inconnus. Oui, c'est ça qui fait peur. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Oui. Alors ça fout une trouille. Mais en réalité, la peur, elle se voit pas.
Quelqu'un qui a peur, qui est en face de vous. Ça dépend. Non, oui, non, bien sûr, oui, vous avez la peur. On peut en pisser dans sa culotte. Ouais, vous avez la peur. Oui, ça c'est la peur panique. Mais la peur en général, je veux dire, quand on se présente devant quelqu'un, un jury d'examen par exemple, bon, vous avez peur, vous avez le trac, parce que bon, il y a plein de choses qui sont en jeu, hein, la note et tout, hein, et vous savez pas ce que ces gens-là vont penser de vous. Bon, donc il faut expliquer ce qui va se passer. Ça, c'est un peu de la psycho en quelque sorte. Comment ils vont vous voir, comment ils vont vous interpréter, qui c'est ces gens-là, etc., etc. Bon, voilà, tout ça, on peut en parler. Mais la peur, elle ne se voit pas. L'élève qui arrive, qui se présente devant un jury d'examen, le jury d'examen, il n'est pas capable de voir si tout de suite, immédiatement, il n'est pas capable de voir si l'étudiant a peur ou pas. Dans les minutes qui suivent, oui, parce qu'il va se mettre à trembler, si ça, bon, il va devenir tout rouge ou des trucs comme ça. Mais sinon, a priori, ça ne se voit pas. Bon, et voilà, il y a des tas de techniques à connaître comme ça. Comme je disais, pour chercher un emploi, c'est pareil. Il y a une manière de faire une lettre de motivation. C'est pas à peine de faire 50 lignes non plus. Il y a des mots à mettre dedans qui font mouche à tous les coups. Un CV, il faut savoir faire un CV qui est clair. Donnez-nous 3 mots qui font mouche à tous les coups, là. J'ai besoin de travailler rapidement. J'ai envie de travailler dans tel domaine. Vous mettez ça, il y a de fortes chances que vous soyez convoqué. Et les mots qu'il ne faut jamais mettre? Vous avez une entreprise connue et célèbre qui me plaît beaucoup. Pas passer de la pommade. Ouais, non, ça sert à rien. Non, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, bon, on fait une aparté vite fait là, une lettre de motivation, c'est une lettre d'accompagnement d'un CV. C'est pas la peine d'en mettre une tartine. Dites que vous répondez à telle annonce, qu'elle vous convienne tout à fait, par exemple, parce que, bon, vous êtes tout à fait dans ce domaine-là, que vous avez besoin de travailler rapidement, ça fait déjà un moment que vous êtes installé à tel endroit, vous cherchez rapidement un boulot, bon, vous avez envie de travailler dans tel domaine, voilà, ça c'est bon. Et puis, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire 50 lignes. Et après, derrière, vous avez un CV, si votre CV est clair et bien détaillé, bien fait, mais pas trop chargé, c'est pas la peine. Mettez l'essentiel. Non, parce que ceux qu'on a trop fait, finalement, ils n'ont rien fait. Non, exactement. Oui. Non, alors le CV, on le commence par le début ou par la fin? Bon, il faut qu'il soit clair. Mais est-ce qu'on commence pas mettre à droite, à gauche, par un peu les choses les plus anciennes ou les plus... En général, on le met par catégorie. En principe, on met normalement on met les études d'abord qui ont été faites principales. C'est pas la peine de tout mettre, mais les principales, celles qui vont être utiles pour l'emploi en question. Et puis après, en général, on commence par le dernier. Oui, c'est ça. Emploi, et on descend vers le plus. Bon, mais si on a fait 6 mois à un endroit ou 6 mois à un autre, c'est pas la peine de le mettre. Il faut mettre vraiment les années qui sont importantes et qui correspondent en plus au profil recherché. C'est pas la peine de mettre qu'on a fait de la danse, parce que par contre, on vous dit quand même qu'il faut mettre vos hobbies, vos passions, vos... Oui, je vais vous dire ça. Oui, ça dépend dans des domaines. Si c'est pour répondre à une annonce à la Fnac, mais non, mais voilà, bon, suivant ce que vous avez fait, si vous aimez la lecture ou les trucs comme ça, bon, ça peut être intéressant, mais sinon... Bon, on va revenir sur le manuel d'Alfred. Donc, il y a une surprise dans ce livre. Vous dites que vous avez glissé à notre intention des phrases magiques, indécelables, ça et là dans le texte. Phrases que l'on pourrait qualifier d'occultes et dont l'efficacité rejoindrait plutôt l'ésotérisme. Vous avez fait ça parce que à plusieurs reprises dans le livre aussi, vous dites que si on n'a pas compris la leçon, faut revenir derrière pour bien ça. Ben, d'abord parce que c'est pareil. C'est un peu comme pour convaincre le subconscient, ce que j'expliquais. Il faut bien que ce soit clair et précis. Donc, s'il y a un paragraphe ou un chapitre ou autre que vous n'avez pas vraiment bien compris, il faut le reprendre avant de continuer, de manière à ce que ça, ce soit au moins bien clair. Et après, on continue. Parce que sinon, vous assimilerez pas bien, comme il faut, les explications que je donne. Donc, il faut que chaque chapitre soit bien acquis avant de passer au suivant. Mais c'est pas compliqué à lire. Je veux dire, c'est pas. Mais quelquefois, on peut avoir un doute, avoir mal compris un chapitre, pas un chapitre, un paragraphe. Je veux dire, il faut le reprendre, bien que ce soit clair.
Vous dites que le principe est exactement le même que le fonctionnement d'un virus dans l'ordinateur. C'est en quelque sorte un virus bénéfique qui, au lieu de détruire le contenu du disque dur, est en réalité un connecteur automatique de logiciels. Donc vous nous avez vérolé, vous nous avez mis un virus dans la tête quand on lit votre livre. Je trouve ça génial. Voilà, je vous ai connecté. Un bon virus. C'est un virus bénéfique, oui. Oui, comment on pourrait trouver? Parce que virus a toujours une connotation Non, mais pas négative. Ah bon? Je sais pas. Bon, un virus, on voit toujours la maladie, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être un bon mais mot. là, celui-là, il est bon. Celui-là, c'est un connecteur de logiciel, celui-là. Non, mais c'est vrai que ça revient à ce que je disais, la lettre de motivation tout à l'heure. Vous glissez, j'ai besoin de travailler, j'ai envie de travailler. C'est pas grand-chose. C'est des mots qui font mouche à tous les coups. Bon, il faut voir à qui on a affaire aussi, à qui on adresse la lettre. Mais en règle générale, un DRH, dans une grande entreprise, il vous convoque. Oui, parce qu'il doit lire il doit lire comme ça, en Ils lisent diagonale. très vite. Ils n'ont pas le temps de s'amuser à les détailler. Ils lisent en diagonale. Bon, si votre lettre, elle fait, comme je disais, 40 ou 50 lignes, ils vont rien lire, ou du moins 3 fois rien. Si c'est bien fait, en 10 lignes, vous avez brossé un tableau comme il faut, il y a des chances que vous soyez sélectionné. Alors, à quand le manuel d'Alfred pour trouver du travail? Ne me croyez pas, dites-vous, parce que je vous le dis, mais croyez-moi parce que vous l'avez constaté, Ouais, et vous allez le constater. C'est important. Donc, les lettres de motivation, faites-le, puisqu'il vous donne ça. Vous terminez par Salomon et la quête de la sagesse. C'est sur le livre de la sagesse, c'est ça? Oui. Alors, Salomon utilise le mot sagesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les religions, on utilise le mot Esprit Saint. Mais si on prend le texte de Salomon, avec le mot sagesse et vous le remplacez par subconscient, ça va impeccable. C'est tout à fait ça. Simplement, lui, il utilise ce mot sagesse. Maintenant, lui, Salomon, qu'est-ce qu'il entendait par sagesse? Il le dit, là. C'est déguisé. Vous pouvez le lire un peu, si vous voulez. La sagesse est brillante. Elle ne se filtre pas. Elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. C'est explicite, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, à d'autres termes. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il la trouvera assise à sa porte. C'est une image, mais je veux dire, bon, Elle attend que ça. Le subconscient est prêt à fonctionner. Bon, il est là, il existe, même si vous ne l'utilisez pas. Il est assis à la porte, comme on dit. Méditez sur elle, en effet, la perfection de l'intelligence, et qui veille avec elle sera vite exempt de soucis. Il réalise vos vœux, en quelque sorte. C'est ce que je disais. Oui, et puis il est sage, donc il vous évite de faire des bêtises. Exactement, aussi. en plus. Et puis, il ne cherche pas à interpréter. Comme je dis, il est basique comme raisonnement. Bon. Car ceux qui sont dignes d'elle, donc la sagesse, elle-même va partout les chercher, et sur les sentiers, elle leur apparaît avec bienveillance. C'est imagé, mais c'est quoi? C'est ce que je disais, il va chercher les infos là où il faut, quoi. C'est tout. Et où? On ne sait pas, mais on le suppose dans cette conscience universelle. Alors, j'ai loupé la phrase. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait que l'on est près de Dieu. Et c'est pas beau, ça? C'est ce que je dis. C'est quelque chose, on devient un peu un Dieu quand on sait vraiment se servir du subconscient. Mais bon, encore une fois, c'est une image. Quand on parle de Dieu, évidemment. Oui, c'est une image. Ainsi, le désir de la sagesse conduit à la royauté. Ça veut dire qu'on devient vraiment un maître. Un maître, voilà. Eh bien, dites donc, alors ça, c'est le manuel d'Alfred, un livre paru chez d'Angle qui fait 135 pages et qui est vraiment un manuel qui peut se lire avec beaucoup d'humour, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup question de langage informatique, de comparaison entre notre cerveau et l'informatique. J'ai utilisé déjà tous les moyens qui permettent de mieux comprendre. À l'heure actuelle, tout le monde sait se servir d'un ordinateur.
Donc j'ai essayé d'utiliser tous les termes appropriés parce que bon, c'est très proche de l'informatique, qui a énormément de similitudes avec notre système informatique, le système Internet, etc. Bah oui, puisqu'on dit que dans quelques temps, on aura un immense cerveau mondial sur le net, donc un cerveau, un ordinateur plus intelligent que nous, puisque finalement, il sera tous les ordinateurs, tous les cerveaux de la Terre. Donc moi, je conseille à tous ceux qui nous écoutent là, de mettre des choses dans ce cerveau, dans cet Internet, de mettre des parties d'eux-mêmes pour faire partie du jeu. Mettez ce que vous voulez, mais mettez-y des choses. Oui, tout à fait. Et j'essaye de faire comprendre aux lecteurs que tout le monde est capable de le faire fonctionner. Il y a une méthodologie à connaître, et après, il fonctionne. Il existe, il est là, il fonctionne déjà, sans qu'on le sache. Oui, il nous donne des réponses, comme vous dites, à des questions qu'on ne s'est pas posées ou à des questions qu'on s'est posées. Des fois, on a l'impression d'avoir des éclairs de génie. On se dit, ouais, quand même, je suis pas mal. Et en vérité, ça vient pas de nous. Ça vient de vous aussi, quelque part. C'est votre subconscient qui réalise. Des fois, on a des éclairs de génie. Oui. On a des lumières qui s'allument dans la tête. Tout le monde avez besoin d'une information, il va vous la chercher immédiatement. Ouais, ça arrive pas souvent, mais des fois, on a un paf. Oui, parce que vous êtes exactement tel qu'il faut être pour poser votre question comme il faut et obtenir la réponse rapidement. Vous êtes, connecté, oui. Mais vous êtes dans l'état d'esprit, voilà, cherchez le mot. Vous êtes exactement dans l'état d'esprit dans lequel il faut être pour obtenir une réponse. Et elle vous paraît lumineuse, parce que vous l'avez là, tout de suite, là, pouf. Oui, ça va arriver à tout le monde, ça. Oui, bien sûr. On se dit... Mais tous les exemples que je cite dans le livre arrivent à tout le monde. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là. Et moi, je me contente simplement d'expliquer comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, et comment on peut faire pour le reproduire volontairement. C'est ça qui est important. Et là, je pense que j'ai utilisé des mots qui sont simples à comprendre, des phrases qui sont assez courtes et pas trop compliquées, et très imagées avec plein d'exemples, justement, pour que tout le monde comprenne bien. Emmanuel de Carrel, je suis vraiment contente de vous avoir eu. Le manuel d'Alfred aux éditions d'Angle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission ? Je dirais tout simplement que tous les lecteurs qui auront l'occasion de lire ce livre verront, j'espère qu'ils comprendront exactement ce que je dis, mais ça, c'est pas... Non, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Non, c'est pas un livre technique. Non, exactement. Et j'ai voulu faire simple. J'ai pas voulu faire compliqué. J'ai lu des ouvrages sur le sujet faits par des professeurs en neurologie, etc., qui sont pas toujours évidents à lire. Donc, j'ai voulu simplifier. J'ai vraiment voulu mettre à la portée de tout le monde ces explications de manière à pouvoir s'en servir vraiment à volonté. Et je pense que si on comprend bien tous les exemples que je cite et toutes les explications que je donne, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça doit être magique après. Et plus les lecteurs feront l'expérience de ce phénomène-là, plus ils réussiront à le faire volontairement par la suite. Et plus ils auront envie d'y retourner, parce que finalement, c'est quand même très bien d'aller voir un peu ce qui se passe chez notre Alfred. Je vous remercie, Emmanuel de Carrel. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore,